Alors, nous allons vous parler maintenant de l'offre éditoriale de livres audio. Avant ça, qui va être donc fait par Cécile Paluzinski, qui connaît bien le sujet, puisqu'elle représente aussi, reçoit la production de tous les éditeurs de livres audio pour la Plume de Pan. Avant cela, donc je vais vous parler, puisque Ipsos n'a pas pu être présent, de l'étude sur les Français et les livres audio qui a été réalisée en février. Enfin, le terrain a été fait en février-mars dernier, donc 2017, à l'initiative du syndicat national de l'édition de la commission livre audio, donc dont je suis vice-présidente, donc qui a été créée en fait en 2015 pour fédérer justement les éditeurs de livres audio dans un certain nombre de problématiques qui est effectivement la promotion du livre audio, la présence du livre audio auprès et sa représentation auprès de différents organismes publics, sa promotion dans les différents supports de diffusion et un certain nombre de problématiques auxquelles on est confronté. Et comme vous avez vu qu'on est souvent des éditeurs de tailles très diverses, etc., on a quand même un certain nombre de problématiques communes. Voilà. Donc il y a une partie du syndicat national de l'édition, donc une commission, comme il y a la commission numérique, il y a la commission livre audio. Et donc cette étude a été présentée donc en juin dernier. Et c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup. En fait, on voyait plutôt cette étude comme une première date, quoi. Il n'y a jamais eu d'études sur le livre. Il n'y avait jamais eu d'études quantitative. Alors, reste à faire une partie qualitative, bien sûr, mais il n'y avait jamais eu d'études quantitatives sérieuses sur le livre audio. Parce que tout le monde avait l'impression de connaître ce marché. Chacun a ses raisons pour lesquelles, voilà, on sait à peu près combien de personnes ça concerne, etc., combien on en vend. Il y a vaguement de statistiques, mais voilà, on se disait, on sait à peu près ça. Mais une étude, ça coûte de l'argent et tout, donc on s'est mis à plusieurs. On a été aidé par le CNL. Et en fait, l'idée, c'était plus de dire, voilà, on fait un point à date, on sait qu'on est sur un marché qui est très mouvant, on sait qu'on est sur des usages qui évoluent beaucoup, et ça va nous permettre déjà, quand même, en dehors des a priori ou de la connaissance qu'on a, puisque libraire, éditeur et tout, on a une connaissance de nos clients, etc. Mais au-delà de ça, de faire un point un petit peu général sur l'état du marché, et de manière à voir aussi les évolutions. Parce que dans d'autres pays d'Europe, il existe ce genre d'études. Aux États-Unis, il existe ce genre d'études. On sait combien il y a de lecteurs, annuels, machin. Mais en France, on ne pouvait absolument pas se benchmarker. Donc, une des premières leçons de l'étude, c'est déjà de nous donner une base chiffrée de personnes qui écoutent, de personnes qui achètent, de personnes qui empruntent, de pourquoi, voilà, sans rentrer dans le détail effectivement très plus qualitatif, mais de manière à pouvoir se comparer et surtout de manière à pouvoir cerner les évolutions des usages. Alors, je vous ai mis juste parce que je trouve que ça illustre bien, mais bon, on pourra le diffuser après d'une autre façon. Mais ça, c'est justement ce journal dont je vous parlais tout à l'heure le soir, qui a fait, voilà, à partir, parce qu'on a fait aussi une infographie, mais voilà, qui a essayé de résumer les lecteurs de livres audio en 2017. Donc, ça va être un petit peu la synthèse de ce que je vais vous dire, mais voilà, c'est l'évolution des publics, le public actuel, le public potentiel, les lecteurs de livres audio, les bénéfices qui sont perçus, le profil type, et puis effectivement les usages, l'écoute, etc. Alors on a fait 2 volets et où les lecteurs se procurent. Donc là sur ce slide vous aurez la synthèse. Mais en gros on a fait 2 volets dans cette étude. On a fait le volet adulte et le volet jeunesse. Puisque quand même on a des publics différents. Et j'espère que ça va marcher. Bon, d'accord. Affichage. Voilà. Et ben non. Ah voilà. Ben non, il veut que... Bon, d'accord. Ok. Donc, il me fait que... Ah oui. Bon, excusez-moi. Excusez-moi.
Désolée, j'ai ouvert le mauvais. Intro, c'était pas celle-là. Voilà. Bon, bah, c'est pas celle-là non plus, mais c'est pas grave. Bon. Donc, je vous ai dit un petit peu le contexte des livres audio, de l'étude. Donc, évaluer les pratiques actuelles, comprendre les perceptions et motivations et les freins à l'écoute, à écouter personnellement des livres audio et identifier effectivement l'image des livres audio, de l'offre, des formats et les leviers qui amèneraient évidemment les Français à écouter plus de livres audio. Donc, on a fait un échantillon de 2000 interviews sur des Français de 16 à 75 ans. Et c'était une étude en ligne par questionnaire auto-administré et un échantillon représentatif. Donc, pour la première partie adulte, le public actuel, donc un des premiers enseignements, c'est qu'il y a à peu près 2 Français sur 10 qui ont déjà écouté un livre audio. Alors, suivant qu'on regarde un verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est beaucoup ou c'est peu. Enfin, ça fait voilà, un Français sur 5. Mais effectivement, ça peut être une pratique qui date de plus d'1 an. Si on s'intéresse aux gens qui en ont écouté au cours des 12 derniers mois, on a un chiffre de 7%. 7%, c'est un premier indicateur des gens qui ont écouté récemment un livre audio. Je dirais que si on se situe en Angleterre, par exemple, on va être à 11-12%. Si on est aux États-Unis, on va être plus près de 25%. Donc voilà, ce type d'indicateur nous permet de nous benchmarker. Alors, si on s'intéresse aux lecteurs récents, c'est-à-dire les lecteurs de moins d'1 an, on va se trouver avec une description qui va recouper quand même pas mal les descriptions des forts lecteurs, c'est-à-dire le lecteur de livre audio est une femme en moyenne, 57% de femmes, 44 ans, plutôt CSP+, plutôt avec enfants, plutôt urbaine, vivent plutôt, quand je dis plutôt, c'est effectivement 52% qui vont vivre dans des villes de plus de 200 000 habitants, ce qui nous suffit de les caractériser. Plutôt équipés un peu plus équipés que la moyenne en nouvelles technologies, cultivés, qui écoutent régulièrement de la musique, des podcasts et grands lecteurs de livres papier et au numérique. Et dynamique, ça veut dire qu'elles passent beaucoup de temps dans les transports et moins de temps à se détendre chez elles. La fréquence d'écoute des livres audio, donc là, on va avoir 5% des gens, sur tout le public, enfin sur les gens qui écoutent depuis plus d'1 an, qui écoutent au moins une fois par semaine. Et dans les lecteurs récents, c'est-à-dire dont la pratique est récente, c'est-à-dire dans les 12 derniers mois, il y a 26% des gens qui écoutent au moins une fois par semaine, 60% plus qu'occasionnellement, et 15% uniquement pendant les vacances. On voit que ce pourcentage est plus fort chez les écouteurs occasionnels. Donc, un quart en fait, de la population ont écouté 4 livres et plus au cours des 12 derniers mois. Et 64% en ont écouté 1 ou 2. Ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, il y a une frange de gens qui écoutent de façon assez intense des livres audio. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a adopté la pratique, il y a des gens qui sont de gros utilisateurs quand ils ont trouvé l'occasion d'écouter. Le critère de choix, donc, comme on y a fait allusion ce matin, premièrement, c'est le sujet. Le sujet, c'est-à-dire en gros le livre, quoi. Enfin, l'attractivité du livre, la voix de l'interprète, et après, l'auteur, le résumé, le prix. Donc, c'est vraiment d'abord le sujet, la voix de l'interprète et l'auteur. Donc, la voix, c'est pas non plus la notoriété de l'interprète, qui était aussi une question qu'on a posée. C'est vraiment, voilà, le sujet et voix de l'interprète. L'auteur, c'est un petit peu normal aussi parce que finalement, les gens, enfin, quand on travaille dans l'édition, on connaît vraiment bien tous les auteurs ou en bibliothèque, mais les gens finalement connaissent pas forcément toujours les auteurs. Hein. Il y a quelques auteurs comme ça fétiches qui reviennent, mais voilà, c'est pas forcément toujours le point d'entrée. Les genres, on va voir qu'effectivement, ils écoutent aujourd'hui une moins grande diversité de livres qu'ils n'en lisent au format papier et numérique.
Mais en gros, les genres littéraires privilégiés vont être à peu près les mêmes. C'est-à-dire que là, on a mis les références justement pour la lecture papier ou numérique. Quand même, en premier, on va retrouver des thrillers, des romans policiers ou d'espionnage. Et c'est vrai que pour l'audio, c'est vraiment une bonne façon d'entrer, enfin de profiter de l'écoute, du suspense, etc. Des romans contemporains, à 18% pour le livre audio. Des livres pour enfants, ensuite, parce que forcément, c'est une écoute et une pratique familiale, puisque là, on est quand même sur l'étude adulte. Des œuvres littéraires, de la littérature classique et le roman de SF ou de fantasy. Donc voilà, on a à peu près la même hiérarchie. En livre papier numérique, bien sûr, il y a les livres pratiques, art de vivre et loisirs, parce que là-dedans, il y a beaucoup de livres illustrés qu'on ne peut pas avoir en audio. Mais c'est vrai que par ailleurs, en audio, on verra qu'après qu'on voit, il y a quand même du bien-être, etc. Mais voilà, donc ça pour la hiérarchie des livres du top 5. Alors, les circonstances d'écoute, qui est une question aussi peu récurrente. En fait, on travaille toujours beaucoup sur le fait de communiquer sur la mobilité, sur les nouveaux usages, etc. Mais il y a quand même 64% de gens qui écoutent chez soi. Hein. Donc, principalement à domicile lors d'un moment de détente. Et la moitié d'entre eux pratiquent également une activité hors de chez eux, et bien sûr, surtout en voiture, lors de longs trajets. Donc, quand même, 42%, enfin 64% chez soi, donc moment de détente dans son lit avant de s'endormir ou en effectuant une autre tâche, le fameux côté multitâche, et après hors de chez soi ou dans les transports voiture ou en faisant une autre activité, en faisant quelque chose, jardinage ou en faisant rien d'autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment. Alors ensuite, comment je peux faire ? Les supports d'écoute, alors là aussi, c'était quelque chose dont on a parlé ce matin. La grande majorité des lecteurs écoutent leurs livres audio sur CD. Mais les pratiques semblent avoir évolué au cours des 12 derniers mois, puisque le format dématérialisé a aussi favorisé une écoute multitâche. Donc en gros, si on regarde les lecteurs anciens, 60% écoutent en CD, mais ça descend à 55% pour les récents. Et en dématérialisé, enfin, ou en tout cas en numérique, format numérique, on a 45% pour les lecteurs de plus d'un an et 66% pour les lecteurs de moins d'un an. Et les deux, on passait de 5% qui pratiquaient les deux à 21%. Donc en fait, la pratique, et c'est un petit peu ce qu'on évoquait aussi ce matin, les pratiques, elles s'additionnent, elles se substituent pas complètement. Il est évident qu'on peut gagner des clientèles avec le numérique, mais c'est plus voilà, de l'addition. En mode de procuration, et ça c'est aussi quelque chose qui nous a fait pas mal réfléchir, puisqu'on doit tenir compte du fait que les livres audio, on les achète pour soi-même, mais aussi pour offrir. Et ça, on sait que c'est un moyen, voilà, c'est un cadeau, que ce soit pour des enfants, pour des personnes âgées ou voilà, juste pour faire plaisir. Les lecteurs, ils se procurent leurs livres audio parce qu'on les a offerts ou parce qu'ils les ont, parce qu'on les leur a prêtés, à 35%. 34%, c'est de l'achat, y compris en téléchargement. Et 25%, donc un quart, vont s'approvisionner en bibliothèque. 17% vont sur des sites en téléchargement gratuit. Donc là, c'est souvent des sites qui proposent des œuvres du domaine public. Voilà. 11% des Français ont acheté un livre audio au cours des 12 derniers mois, donc 10%, enfin voilà, 11%, un dixième des Français a acheté des livres audio récemment. 4% pour eux-mêmes uniquement, mais 6% pour eux-mêmes ou pour faire un cadeau. Et 5%, pareil, 7% en achètent pour les offrir en cadeau, dont 2% voilà, qui les gardent ou qui les offrent en cadeau. Alors, on s'est intéressé aussi au public potentiel. Donc, 2 Français sur 10 se déclarent intéressés par les livres audio. C'est un mode de lecture qui suscite d'autant plus d'intérêt qu'il a été pratiqué récemment, c'est-à-dire pour les lecteurs de moins d'1 an. Donc, 21 des Français sont intéressés par l'idée d'écouter un livre audio, 4% très intéressés. Et les Français les plus intéressés par la lecture de livres audio, évidemment, c'est ceux qui en ont, pour les 2 tiers, c'est ceux qui en ont déjà écouté un jour. 45% au cours des 12 derniers mois et 22% il y a plus d'1 an. Et il y a quand même une frange de 33% qui n'en ont jamais écouté.
Et là, on va se trouver effectivement à être plus proche d'un lectorat plus mixte, c'est-à-dire que les clients à conquérir sont plus du côté masculin. En termes de bénéfices des livres audio, ce qui nous intéressait aussi en tant qu'éditeur pour savoir un peu quoi mettre en avant, et puis savoir aussi quel frein, puisqu'il y a bénéfices et freins. Premier bénéfice des livres audio est de donner, voilà, l'idée que les gens ont d'abord, c'est donner accès aux livres à ceux qui ne peuvent pas lire. Les récents lecteurs de livres audio, eux, voient les bénéfices. Mais en général, on va citer tout de suite ceux qui ne peuvent pas lire, ceux qui n'aiment pas lire ou ceux qui veulent se reposer les yeux. Ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais écouté de livre audio. Les gens qui ont écouté des livres audio, et notamment depuis moins d'1 an, vont percevoir des autres bénéfices qui sont d'abord de pouvoir faire deux autres activités en même temps, de lire en situation de mobilité, de se reposer les yeux des écrans et de s'isoler des bruits et de l'environnement extérieur. Et un tiers, en gros les trois autres, il y a les transports ou les activités, mais le reste se répartit un tiers, et l'autre tiers, c'est effectivement ressentir des émotions fortes grâce à la voix des interprètes. Donc c'est là qu'on va retrouver l'émotion et la voix. Les genres de livres audio projetés, écoutés. Alors là, rapidement, on va dire qu'effectivement, les gens vont se projeter encore plus dans les thrillers, les romans policiers ou d'espionnage, et quelque chose qui n'était pas dans les choses déjà écoutées, des livres sur l'histoire. Après, romans contemporains, livres pour enfants et littérature classique. Mais c'est vraiment les thrillers et les livres sur l'histoire. Donc on voit aussi un centre d'intérêt dont on sait qu'il est un petit peu plus masculin. Ça va ? Voilà. Et en support projeté, là, c'est aussi intéressant pour les usages numériques. Ils envisagent d'écouter des livres audio, surtout au format dématérialisé, sans pour autant abandonner le format CD. Donc là, on voit bien que c'est cette double usage. Il y a les lecteurs de livres audio, donc 58% écoutent en CD. En lecteur potentiel, ça va baisser, mais un tout petit peu. On va se retrouver à 52%. En revanche, en dématérialisé, on était en 52%. On va passer à 75. Donc le gain du potentiel va se trouver effectivement par le biais du dématérialisé, mais avec une double utilisation, puisque là, on avait 10% qui faisaient les deux, et là, on aura 27% qui feront les deux, qui écouteront donc un tiers, qui écouteront de plusieurs façons. Je vais vous passer un peu les circonstances d'écoute projetées, mais en gros, effectivement, la circonstance d'écoute, c'est pas forcément la mobilité va augmenter, plus 22 points, 69% de chez soi, mais 79% chez soi. Donc c'est en faisant une autre tâche, effectivement, qui augmente, mais aussi des tentes, etc. Et hors de chez soi, c'est plutôt dans les transports, mais on voit aussi en ne faisant rien d'autre ou en faisant autre chose. Enfin voilà. Donc ça va se répercuter un petit peu sur tous les types d'usages. Voilà pour les premiers enseignements. Alors bien sûr, on a eu d'autres choses un peu plus approfondies, mais voilà la synthèse un petit peu de l'étude adulte. Maintenant, sur la jeunesse, en fait, on n'a pas interrogé les enfants, hein, on a interrogé la population donc de 15 et plus, mais on voulait se trouver au niveau des foyers, parce que sinon, il y a une autre étude qui a été faite par le SNE sur la lecture jeunesse, où là, ils ont interviewé des jeunes, et là, ils avaient mis des questions sur le livre audio qui montraient effectivement la pratique et tout. Là, on s'intéressait vraiment au foyer. Donc, on parle des profils des parents d'enfants lecteurs de livres audio. Donc là, on va monter à 4 foyers avec enfants sur 10 qui ont écouté des livres audio jeunesse. Donc c'est quand même pas mal. Et quand il y a des enfants effectivement au foyer de moins de 6 ans, ils vont les avoir écoutés très récemment. Donc effectivement, 24, on va avoir là ce pourcentage de 24% qui en ont pratiqué au cours des 12 derniers mois. Et effectivement, plus l'enfant est petit, mais ça c'est ce qu'on sait quand on regarde le marché, plus l'enfant est jeune, plus effectivement la pratique est nombreuse et récente. Et ça s'amoindrit effectivement selon l'âge des enfants. La fréquence d'écoute et le nombre de livres écoutés au cours des 12 derniers mois. Donc les enfants écoutent des livres audio, le font plus régulièrement
que leurs aînés, donc que les adultes, et lisent surtout, alors bien sûr, des livres illustrés sonorisés. Alors là, on peut avoir un débat pour savoir est-ce qu'un livre illustré sonorisé est un livre audio ou pas, etc. Il y a pas mal de flou. C'est vrai qu'il y a d'une part le livre-disque avec une lecture d'un conte ou d'un truc et qui est accompagné d'illustrations. Qui peut être considéré comme livre audio. Après, il y a des tas de livres sonores et tout bizarres avec des bruits et tout. Bon. Et puis, il y a le livre audio proprement dit, qui va être le conte ou le livre lu, etc., pour les enfants. Mais en gros, donc, on s'intéressait quand même plutôt en livre audio. Et donc, livre illustré, sonorisé, voilà, c'est plutôt au sens, effectivement, de livres qu'on peut écouter et pas juste des bruitages. Voilà, donc au moins une fois par semaine, la pratique chez les enfants, elle est quand même de 22%, 69% plus occasionnellement et 9% uniquement avant les vacances. Et au cours des 12 derniers mois, donc 56% de livres illustrés sonorisés. Le choix aussi des livres audio pour enfants. Donc on va avoir 42% les enfants qui choisissent leur livre audio et 58% les parents. Donc les parents le choisissent plus souvent. Quand ce sont les enfants qui choisissent, on va avoir d'abord le héros, ensuite le sujet et après le titre. C'est pas sans rappeler effectivement les études sur le livre tout court pour la jeunesse, où le héros est quand même très important. Donc héros, sujet, titre. Et quand ce sont les parents qui choisissent, enfin sujet, héros, titre, et quand ce sont les parents qui choisissent, on va avoir le sujet, le héros, mais aussi le caractère pédagogique, évidemment. Les modes de procuration, donc là, on va être encore, ce sont les parents qui achètent le plus souvent des livres audio jeunesse et les enfants vont écouter en compagnie des parents. Donc là, on a 40%, enfin 39% en pré-cadeau, 49% quand même achat, y compris téléchargement, et 24%, on va retrouver ce quart en bibliothèque et 13% en téléchargement gratuit, donc un peu plus faible. Mode de lecture, quand même en grande majorité, c'est avec des parents 46%, mais avec aussi des frères et sœurs ou des amis. Seul avec un casque ou seul sans casque, là on va trouver aussi voilà, 50% des réponses qui va être aussi une écoute seule, donc voilà, de découverte. Le public potentiel, donc là, on va voir que plus de 4 parents sur 10 vont se déclarer intéressés par les livres audio pour leurs enfants. Et évidemment, si les gens ont déjà testé l'écoute de livres audio, ils vont être d'autant plus intéressés pour l'avenir, pour leurs enfants. Donc, quels sont les parents qui sont intéressés par la lecture de livres audio? 68% en ont déjà écouté, 52% au cours des 12 derniers mois et 16% il y a plus d'un an. Et 32% n'en ont jamais écouté. Donc vraiment, l'écoute, en fait, c'est toujours voilà, une écoute qui est assez fidélisante. Bénéfices des livres audio pour les enfants. Donc là, la hiérarchie des bénéfices. Donc évidemment, les gens sont plutôt contents, hein, puisque les parents d'enfants lecteurs de livres audio vont confirmer l'intérêt pour ce mode de lecture. Ça va être d'abord occuper calmement les enfants. Premièrement, leur développer l'imagination. Ensuite, donner le goût de la lecture à 37%, développer la compréhension de l'image et du texte, et enfin, développer leur vocabulaire. Voilà, donc là, il faut que on a quoi? Oui, il faut que je vais finir, voilà. Et donc, les bienfaits pédagogiques, effectivement, là, les genres projetés, effectivement, il y a beaucoup plus de livres conseillés pour l'école qui vont arriver, mais là aussi, curieusement, des livres sur l'histoire. Alors, le taux d'intérêt, effectivement, décroît avec, pour les enfants plus âgés et qui n'ont pas testé récemment l'écoute de livres audio. Ce qui est intéressant aussi de se poser comme question, c'est qu'il y a des âges de décrochage de la lecture. Donc, ça nous dit qu'à certains âges, il y a peut-être un effort à faire, justement, de pédagogie pour dire, voilà, il faut continuer. Et là aussi, alors, ils vont se projeter un petit peu moins au format dématérialisé, mais là, ça dépend aussi bien sûr des tranches d'âge. Bon, circonstances d'écoute, là je vais passer un petit peu rapidement, mais c'est vrai qu'on est plutôt chez soi. Et voilà pour la présentation un peu détaillée que je voulais faire des résultats de l'étude. Et donc, on va en venir
Diffuser le diaporama. À partir du début. Voilà. Comment Je vais essayer de vous faire une présentation un peu synthétique pour qu'on ne déborde pas trop sur le programme. Juste rapidement, donc l'association La Plume de Pan, dont je suis présidente, existe depuis 2009. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a été créé finalement peu de temps après l'arrivée d'Audiolib sur le marché du livre audio, mais parce que je pense qu'on a constaté qu'il y avait une offre de livres audio qui commençait à se développer. Donc, à l'époque, on a fait un travail visant à fédérer, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas à identifier les éditeurs francophones de livres audio. Donc francophone, on s'est focalisé sur la France, mais aussi un peu sur le Québec, et puis la Belgique également, même s'ils ne sont pas très nombreux. Donc ça a donné lieu à la création d'un portail francophone du livre audio, pour lequel on a un partenariat aujourd'hui avec Boucle d'Oreille pour essayer de l'actualiser assez régulièrement. Et donc, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'en gros, on a une soixantaine d'éditeurs de livres audio francophones avec une vraie variété éditoriale. Alors, je vais rappeler juste quelques chiffres, mais que Eric, ce matin, nous a communiqué. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 6000 titres francophones disponibles, mais avec une offre annuelle qui va croissante. Je vous présenterai après en détail un peu la diversité des éditeurs, mais notamment ce qui contribue à augmenter aussi le catalogue, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur. J'y apporterai quelques réserves tout à l'heure, mais d'un nouvel acteur qui édite du livre audio et qui est, on en a parlé ce matin en termes de diffusion, Audible, donc qui a dû, je crois, produire quelques 500 titres voilà, récemment. En gros, on est vraiment sur un secteur en termes d'édition et de profil d'éditeurs très varié. Donc d'Audiolib qui produit 100 titres par an, jusqu'à vraiment de très petits éditeurs, mais qui font un travail vraiment intéressant et qui vont éditer 1 à 3 titres par an, avec vraiment des partis pris, on va dire, artistiques aussi relativement différents. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres qui seront à prendre avec un peu de recul, parce qu'ils ont été produits en fait par la commission Livre Audio au moment de sa création en 2015, donc sur les chiffres arrêtés à 2014, mais simplement qui vous confirment un peu les chiffres qui étaient, c'est pareil, annoncés ce matin lors des tables rondes, à savoir qu'on est, alors aujourd'hui un peu plus que ça, Oui, je pense que voilà, on a prévu de réactualiser cette étude au niveau de la commission du livre audio, voilà, dans le courant de l'année pour justement voir les chiffres au moins 2016 ou 2017 pour essayer de voir la progression. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à faire et puis il faut réussir à fédérer les éditeurs, etc. Donc voilà, et puis surtout ce qui nous intéressera, c'est d'appréhender le démarrage du marché numérique. Voilà, mais donc pour l'instant, on est dans les chiffres de 2014. Voilà. Oui, on disait à peu près ce matin entre 1 et 2%. Enfin, on n'a pas de chiffre du coup définitif à communiquer, avec une part toujours importante représentée par le livre jeunesse. Alors, on parlait tout à l'heure de médiation, de communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de l'association, on essaie de travailler plus particulièrement sur le livre adulte, qui nécessite encore de faire des actions pour le rendre plus visible. Oui, parce qu'on a l'impression que pour la jeunesse, ou enfin pour la petite enfance, c'est un peu une évidence que le livre lu aide à apprendre à lire, aide à se familiariser avec le langage, etc. Et puis, à partir du moment où l'enfant sait lire, on a l'impression que il sait lire, donc il faut qu'il se débrouille tout seul. Or, il y a des études qui nous disent qu'effectivement, il y a des moments où l'enfant a toujours besoin d'accompagner, où la pratique de la lecture tout seul ne se fait pas de façon évidente, et qu'il y a des périodes comme ça de décrochage, soit 8 ans, que ce soit à 12-13 ans. Et si, à ce moment-là, la lecture n'est pas complètement acquise, l'enfant va peut-être se détourner, va considérer la lecture que comme quelque chose qui doit être utilitaire, et va laisser tomber ça après. Or, s'il y avait justement cet accompagnement, effectivement, on n'aurait pas cette déperdition d'enfants qui trouvaient ça absolument génial quand ils étaient jeunes, mais après, faut surtout plus se faire lire des histoires, quoi. Alors pour rejoindre ce que dit Valérie, mais je crois qu'il y a des initiatives aussi à Bordeaux. C'est vrai que le travail à faire d'accompagnement post-jeunesse, notamment à l'adolescence auprès des collèges et des lycéens,
nous semble particulièrement importante parce qu'on se rend compte, effectivement, nous on organise une manifestation auprès des lycéens, que quand on les interroge, ils ont en tête des souvenirs d'enfance très présents, de l'ordre de la Madeleine de Proust, et puis tout à coup, c'est le grand vide. Donc il y a vraiment un travail d'accompagnement à faire à cet âge-là. Alors je vous ai donné quelques chiffres plus récents, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran, donc de GFK sur les meilleures ventes à fin octobre. Ça vous donne un peu une idée, ça répond finalement à l'étude, ce qu'on a donné tout à l'heure, c'est-à-dire que en termes de genres éditoriaux, on a la littérature qui est très présente, tout ce qui est suspense. Des livres assez récents. Voilà, avec des livres récents, et puis alors bien-être et spiritualité qui apparaissent aussi sur un certain nombre de titres. Alors sur ce tableau-là, on voit qu'évidemment Audiolib et Gallimard occupent une part importante. En fait, ce phénomène-là, ça questionne surtout la question de la diffusion en fait, des petits éditeurs, qui est une vraie problématique aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup de petits éditeurs qui sont, on va dire, presque dans une obligation de s'autodiffuser, avec du coup une vraie problématique de visibilité et de la représentativité du panel GFK pour effectivement des petites parties de marché, parce qu'effectivement, il y a des éditeurs qui vont s'autodiffuser, etc., qui vont être dans certaines librairies, qui ne sont pas prises dans les panels ou qui sont compliquées à extrapoler et tout. Donc, bien sûr, les autres éditeurs sont présents, mais avec des parts de marché assez infimes, qui ne représentent pas complètement la réalité, et c'est la limite des panels. Et c'est pour ça, quand on fait des études sectorielles, il faut aussi recouper. Il y a les chiffres marché, mais il y a aussi les chiffres d'éditoriaux, tout ça. Alors, ceci étant, ça me semblait important de le noter parce que quand on a participé aux assises, au congrès de l'ABF il y a quelques mois, on s'est aperçu qu'il y avait tout un pan de l'offre éditoriale en fait, qui était assez méconnu, mais je pense pour les raisons notamment qu'on vient de citer, des bibliothécaires. Donc il y a encore un vrai travail de fond à faire pour rendre les plus petits éditeurs vraiment visibles. Et d'ailleurs, on a décidé au niveau de la commission audio de justement travailler sur un portail, et ça, ce sera par le biais du SNE, un portail qui présente, on avait parlé de TIFLive tout à l'heure, mais voilà, qui soit approvisionné par de ce type de bibliothèque en ligne, mais au moins pour présenter l'ensemble de l'offre éditoriale livre audio, pour que chacun justement puisse avoir accès au moins à l'information. Alors dans cet esprit de donner à voir justement la diversité éditoriale, donc l'association a décidé d'éditer, je crois que la première édition doit dater de 2014 maintenant, un guide des éditeurs de livres audio qu'on essaie d'actualiser annuellement et qu'on diffuse notamment au moment de Livre Paris, mais qui a vocation sous son format numérique à être diffusé auprès de tous les potentiels prescripteurs du livre audio et acteurs du livre audio. Et donc, je vais juste de façon synthétique essayer de vous résumer un petit peu ce que représentent ces 60 éditeurs de livres audio en France dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a vu avec déjà une séparation importante à faire, offre jeunesse, offre adulte, même si vous avez des éditeurs qui ont dans leur catalogue finalement des deux. Des éditeurs qui proposent aujourd'hui leur catalogue majoritairement à la fois en format CD et en format dématérialisé, mais il y a quand même une tendance sur la création de maisons d'édition récentes sur ces 2 dernières années, c'est d'avoir des maisons d'édition qui proposent le livre audio exclusivement sous offre dématérialisée. Alors, notamment pour une raison, c'est que sur les nouveaux entrants, je pense notamment à Audio Picture ou Ardigan, par exemple, ou 15K, mais 15K, je ne sais plus s'il passe par Audible. En fait, vous avez eu des coproductions en fait, faites avec Audible, dont je vous parlais tout à l'heure, avec une diffusion, moyennant, entre guillemets, une diffusion exclusive via Audible. Et donc là, on est sur des éditeurs entrants qui sont uniquement sur une offre dématérialisée. Après, on a une tendance pour certains genres éditoriaux, je pense notamment au catalogue de Vive Voix, donc de Vive Voix qui va plutôt proposer des documents qui a du savoir, voilà, c'est ça, scientifique, histoire, etc. Et qui, au départ, avait une offre sous format CD et qui, de par le constat d'usage de ses auditeurs, est en train de passer à une offre, en tout cas pour les nouveaux titres, uniquement dématérialisée. C'est des livres courts, souvent c'est 1 heure de vive voix, donc ça s'apparente presque aussi à de l'écoute de podcast. Enfin, je veux dire, l'usage est là, et eux, ils ont choisi, comme ils avaient un problème aussi de diffusion, ils ont choisi de passer au numérique, et apparemment ils en sont plutôt contents. Alors sur la question effectivement des formats courts, sur les nouveaux éditeurs qu'on évoquait tout à l'heure, notamment 15K,
On est aussi sur des logiques, je pense qu'Éric pourrait le confirmer, hein, sur le livre numérique, on revient à des formats plus courts, type nouvelle, etc., qui se prêtent bien aussi, alors là, nous, c'est à une écoute, mais en tout cas, à une lecture sous format dématérialisé. Et qui coûte moins cher à produire. Aussi. Dès que vous voyez du classique ou du court, ça veut dire que c'est un peu moins cher à produire. Ouais. Concernant l'offre jeunesse, très rapidement, donc, ce qui est intéressant à voir par rapport aux enregistrements audio pour le public adulte, c'est qu'il y a une place plus importante accordée à la musique, au travail de bruitage, création d'ambiance sonore, de paysages sonores, avec souvent une place laissée plus importante en fait, à l'interprétation. On a vraiment des catalogues qui sont extrêmement riches en ce sens de créativité, avec, comme le disait tout à l'heure Valérie, une diversité aussi de formats, puisqu'on va avoir à la fois des CD, mais aussi des albums CD, des livres à puces, par exemple les petits imagiers sonores chez Gallimard. Donc vous avez des éditeurs qui ont un catalogue à la fois intégrant une offre jeunesse et une offre adulte, et puis certains qui sont spécialisés spécifiquement sur la jeunesse. Alors je vous en ai cité quelques-uns parce qu'il y en a il y en a que vous connaissez forcément, puis d'autres petits éditeurs qui font vraiment un travail extrêmement intéressant. Pour en citer quelques-uns, Alzaban Édition, Benjamin Média, Anna Cruz, Bulle de Savon. Enfin, je vais plutôt vous laisser les lire. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais il y a vraiment des choses fort intéressantes. Et puis une offre jeunesse aussi avec, pour certains, une vraie spécificité. Donc vous avez un certain nombre d'éditeurs qui se sont spécialisés sur les contes. Je pense notamment au Jardin des mots, à Oui Dire, mais à Planète Rebelle aussi, qui est un éditeur québécois qui fait des choses fort intéressantes, ou encore Lirabelle. Des contes inédits en fait. Hein. C'est vraiment du travail avec des conteurs et c'est du vrai travail d'oralité. Vous avez aussi toute une partie d'éditeurs jeunesse qui travaillent sur des projets musicaux, donc Gallimard Jeunesse pour une partie de ses collections, Bleu Turquoise Édition, Anna Cruz, Didier Jeunesse, Formulette, Jacques Canetti Productions, Le Sablier, Actes Sud Junior, et puis Audiolib, donc qui édite maintenant depuis quelques mois, c'est relativement récent, une collection jeunesse. Alors ça, tu peux peut-être en dire quelques mots. Vous êtes on n'est entre pas dans deux. la petite oui, enfance. voilà, Nous, justement, on a fait un peu comme pour l'adulte, où on avait dit, tiens, il y a une offre qui manque. Et là, on est allé vers un secteur qui est plus compliqué, justement, qui est à partir de 8 ans. C'est-à-dire là où les éditeurs jeunesse commencent à se désintéresser, on essaye de donner un peu des classiques ou des nouveautés, mais dans ce secteur-là, pour accompagner la lecture des gens des jeunes qui peut-être sont en phase de décrochage ou sont en train de raccrocher autre chose, mais voilà, pour proposer un peu de la diversité, et notamment dans du jeune adulte. Mais je pense que là, on va être rejoint aussi par pas mal d'éditeurs. Alors, concernant l'offre adulte, je vais essayer de faire rapidement. Ce qui est intéressant à voir, c'est la diversité d'approches et de partis pris de direction artistique. Donc là, on a vraiment des approches très différentes. Je ne sais pas, des éditions Telem qui proposent plutôt des lectures relativement neutres, à d'autres éditeurs où l'interprétation est plus importante, où on va trouver éventuellement des virgules sonores, ce qui peut être le cas dans certains de vos titres, mais chez Gallimard, par exemple, également, avec... Ça conforte un peu ce qu'on disait avec l'étude tout à l'heure, de la part des publics, une porte d'entrée qui est notamment le choix de la voix et du comédien qui est importante. En termes de diversité éditoriale, Valérie l'a cité un peu, je ne vais pas tout vous énumérer, mais vous le voyez là à l'écran. Donc il y a une part importante pour la littérature classique, la littérature contemporaine. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui était policier, suspense, mais aussi science-fiction et fantasy. Donc là, il y a une offre qui se développe, qui est intéressante. De façon plus marginale, le théâtre, qui va être présent notamment via le livre qui parle. Une partie tu veux peut-être... Non, juste le théâtre, c'est souvent des reprises d'anciens enregistrements, des pièces de Molière et tout. Donc la plupart des pièces de théâtre classiques sont effectivement disponibles au livre qui parle. Ensuite, toute une partie documents, essais, où là, vous avez des éditeurs qui ont des catalogues vraiment intéressants, de vive voix dont je vous parlais tout à l'heure, mais Frémaux, Éponyme, La Compagnie du Savoir, Sonobook, qu'on a entendu ce matin lors de la table ronde, Le Livre qui parle, Sixtreed, Livrior, enfin, je ne vais pas tous vous les citer, le développement personnel chez Audiolib, Livrior ou Volume, toute une partie collection patrimoniale, archives sonores, donc notamment portée par Frémaux et les éditions sonores de Radio France. Et puis, je vous parlais de diversité éditoriale, on trouve aussi des choses fort intéressantes en poésie,
notamment via l'association Sous la Lime, Bleu Turquoise Édition ou éponyme encore. Je vais pas... J'aurais voulu lister, voilà, mais on n'a pas le temps. Donc, si vous voulez voir plus en détail en fait, la diversité éditoriale, donc vous pouvez le trouver sur la page d'accueil du site avec le fameux guide des éditeurs de livres audio. Juste très rapidement, parce que ça me semblait intéressant à évoquer, sur les nouveaux éditeurs arrivants, on a des choses assez intéressantes, notamment Audio Picture, donc, qui est un éditeur qui s'est créé il y a quelques mois et qui travaille sur, c'est assez étonnant, l'adaptation sonore de BD, donc avec le questionnement de comment transpose-t-on l'image en version audio. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir leur travail. Vous avez dû, si vous suivez l'actualité du livre, ce qui est fortement le cas, ce qui est a priori le cas dans la salle, voir que les éditions Actes Sud venaient de se lancer également dans le livre audio avec 3 premiers titres inscrits à leur catalogue. Et puis, on évoquait ce matin, lors des tables rondes, cette idée d'associer à la fois le papier et l'audio dans une logique de complémentarité. Manière Jeunesse a lancé une collection qui s'appelle Presto. Donc, au départ, ce qui est mis en avant, ce sont plutôt les textes écrits dans un format de 96 pages contraint. Mais ce qui est mis également en avant, ce sont les livres audio. Donc, vraiment, on est dans cette idée aujourd'hui d'associer à la fois pour ce public jeunesse, de littérature jeunesse, les 2 versions écrites et audio. Et puis, juste pour l'avoir repéré à la foire de Francfort, parce que je trouve l'initiative intéressante. Donc l'UNI, qui est une start-up, qui existe, Eric pourra peut-être me le préciser, mais qui travaillait sur le développement de ce projet depuis 2 ans et qui propose un projet qui s'appelle Ma Fabrique à Histoire, donc pour du public jeunesse, et qui aujourd'hui est dans une logique aussi de création de partenariats avec des éditeurs, parmi ceux que je viens de... Voilà, c'est ça. Donc, je vous invite vraiment à les découvrir. Ça donne un peu une idée, effectivement, des formes diverses que peuvent prendre aujourd'hui le livre audio. Si vous voulez retrouver le nom des éditeurs faisant partie du groupe livre audio du SNE, qui travaille sur différents chantiers, et puis ça vous permettra de voir ce que tu disais tout à l'heure. On a un certain nombre de projets permettant de donner une visibilité plus grande sur le livre audio. Il y a une page qui est désormais consacrée au livre audio sur le site du SNE. Et puis en termes de ressources, pareil, sur le site du SNE, vous avez une revue de presse qui est assez intéressante, qui permet de suivre l'actualité du livre audio, mais aussi d'identifier les nouvelles créations de maisons d'édition. Et puis, à titre propre, sur la Plume de Pan, on a également une veille livre audio auquel vous pouvez accéder.